C'est bien ou pas? Panaïa, s'ils sont en position. Ah oui, c'est ça. On peut y aller. Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonsoir. Alors, donc, avant d'ouvrir la séance, je souhaite vous présenter Madame Catherine Potin-Jamois, qui a pris les fonctions de directrice des ressources humaines au sein de notre collectivité depuis le 1er janvier. Je vais lui demander de bien vouloir se présenter. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je me présente, Madame Potin-Jamois, Catherine. Je travaille depuis 17 ans dans la fonction publique territoriale. J'ai occupé divers postes de direction. Le dernier poste en date est donc le poste de DRH à la mairie de Petite-Île, commune où j'ai grandi. J'ai pris mes fonctions le 3 janvier. Donc en pleine crise Covid, dans le vent de cyclone. Mais ça m'a permis de voir aussi l'agilité des services municipaux, le pragmatisme et l'engagement de chacun. Donc ça augure le meilleur pour moi et pour vous. Je tenais à vous dire que je suis fière de travailler pour le territoire avironné et j'espère que voilà, je vais donner le meilleur de moi-même pour rendre service aux habitants et voilà. Je voudrais aussi, si vous voulez bien, donc profiter de cette occasion qui m'est offerte pour féliciter donc Mathieu Waro et son équipe qui ont été élus brillamment. Nous nous sommes rencontrés à l'Étang Salé, bien sûr, donc nous nous sommes rencontrés cette semaine ici même. Et les bases d'une collaboration ont été posées. Je pense qu'avec l'Étang Salé, on va pouvoir travailler de manière efficace. Merci. Je vous propose maintenant de désigner un secrétaire de séance. Donc ce rôle revient donc au plus jeune du Conseil. En conséquence, je vous invite à désigner Madame Julie-Rose Mézineau pour en assurer les fonctions. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Julie-Rose Mézineau, je vous demande de procéder à l'appel. Éric Ferrer. Présent. Alphonse Waro. Présent. Line Rose Baïf. Présent. Jean-Daniel Denmont. Présent. Christelle Etef-Vadier. Présent. Fabrice Payette. Reine-Claude Lanclume. Fredo Ferrer. Présent. Nadia Lesquelin. Jean-Hugues Lesquelin. Présent. Pierrot Cantina. Présent. Patricia Kiclé. Présent. Nathalie Calto. Procuration. Suzy Cuvelier. Jean-Max Ropol. Marcella Mazot. Lise-Marie Dandin. Marie-Hélène Riquebourg. Bruno Corré. Christine Barré. Jean-Christophe Waro. Laurent Lanclume. Julia Beg. Stéphane Varcourt. Julie-Rose Mézineau présente. Émile Permalnaïc. René Vlody. Paul Faure. Colette Annelard-Caderby. Annick Séverin. Roselyne Lucas. Suzette Rivière. Raphaël Rivière. Alors, 31 présents, une procuration et un absent. Le quorum étant atteint,
nous pouvons valablement délibérer. On va passer au rapport numéro 1 concernant l'adoption du compte-rendu. Le Conseil est invité à adopter le procès-verbal de la séance du 26 novembre 2021. Ce procès-verbal vous a été transmis en annexe à votre rapport. Y a-t-il des observations? Si vous n'avez pas d'observation, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 2, c'est les orientations budgétaires 2022, compte principal. Alors, vous avez été destinataire d'une note qui vous présente les données essentielles du cadre budgétaire. Avant d'ouvrir le débat, je vous rappelle les éléments principaux de ce contexte budgétaire. Si ce contexte n'est pas bouleversé par la guerre qui est en train de s'enclencher là en Ukraine, bien sûr, parce qu'il va y avoir des conséquences géopolitiques qu'on ne maîtrise pas, hélas. Alors, depuis 2 ans, les finances publiques ont été fortement affectées par la crise économique et sanitaire liée à l'épidémie de la Covid-19, à la fois sous l'effet de la dégradation de l'environnement macroéconomique et des mesures de soutien d'ampleur. L'année 2022 se place sous le signe d'une nette amélioration. Elle sera marquée par la poursuite du plan de relance, mais également par la sortie progressive des mesures d'urgence. S'agissant des finances locales, le montant des dotations reste stable. La réforme de la taxe d'habitation se poursuit. Pour ce qui est du contexte financier communal, l'année 2021 nous permet d'envisager plus sereinement l'avenir. On aura l'occasion d'aborder ça au niveau du compte administratif, mais en effet, après 2 années consécutives, 2019 et 2020 difficiles, l'épargne nette est restaurée. En 2019, vous vous rappelez, on était à moins 350 000 euros d'épargne nette. En 2020, on est devenu positif très faiblement avec 38 000 euros d'épargne nette. Et en 2021, on affiche une épargne nette de 1 535 000 euros. Et l'idée, c'est d'arriver pour 2022, une projection pour 2022, on envisage de ne pas descendre en dessous d'1 million d'euros. Alors cette épargne nette, en fin de compte, c'est le reste à vivre de la commune, c'est-à-dire ce qui va vraiment permettre de nous projeter dans le futur. L'évolution de cette épargne nette est donc un moyen de jauger la fiabilité du projet municipal tout en ayant intégré les critères de bonne gestion. Il y a aussi la capacité de désendettement, ce ratio d'analyse financière des collectivités locales qui mesure le rapport entre l'épargne nette et la dette. Elle passe en 2019 à 17,9 années. En 2021, elle tombe à 4,34 années, alors qu'on considère généralement que le seuil critique de la capacité de remboursement se situe entre 11 et 12 ans. Ce ratio, comme vous pouvez le constater, il faut le reconnaître, est très correct et nous permet ainsi d'envisager sereinement le recours à l'emprunt si, bien sûr, c'est nécessaire. Le budget 2022 va donc se construire selon les grandes lignes suivantes. Un niveau d'endettement maîtrisé, une épargne correcte, des dotations stabilisées et une dynamique pour l'octroi de mer, des bases fiscales tablées sur une évolution de 1,8% sans augmentation des taux de taxes foncières, donc il n'y a pas d'augmentation d'impôts, la poursuite de la maîtrise des dépenses de personnel en intégrant les surcoûts liés à la revalorisation indiciaire pour les agents rémunérés sur la base du SMIC, l'ajustement du régime indemnitaire de la catégorie C, la prime inflation, les avancements et les recrutements nouveaux avec compensation des départs en retraite. On prévoit 4 départs en retraite. Des efforts continus pour contenir l'évolution des charges générales, c'est très compliqué, mais on essaye toujours. Une dynamique d'investissement minimale de 8 millions d'euros. Je dis bien minimale. Globalement, s'agissant du fonctionnement en recettes, malgré une nécessaire prudence, nous démarrons l'année avec les points positifs, à savoir un prévisionnel de l'octroi de mer qui demeure dynamique. Nous escomptons plus de 6,85% de recettes, un remboursement
moyen sur les contrats aidés de l'ordre de 60%, puisqu'on a recruté quand même pas mal de jeunes, et donc le taux de prise en charge était quand même meilleur. Une stabilité des dotations. Globalement, nous pensons maintenir quasiment le même niveau de recettes qu'en 2021. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, nos deux postes les plus importants demeurent des dépenses de personnel et les charges générales. Les dépenses de personnel connaissent un surcoût du fait des mesures revalorisatrices imposées par l'État qu'il convient d'absorber. Il faut également intégrer une charge supplémentaire pour absorber le glissement vieillesse-technicité. Parallèlement, la collectivité a besoin de renforcer ses services, notamment le personnel technique et la police municipale. L'équilibre n'est pas facile et les marges limitées. L'objectif pour 2022 sera de cantonner ce poste à une hausse de 2,86%. Les charges générales demeurent un point de vigilance malgré nos efforts. Ce poste évolue de façon significative. Le respect des orientations présentées, à savoir une marge d'évolution cantonnée à 2,22%, devrait nous permettre d'établir une épargne de l'ordre d'1 million d'euros, ce qui correspond au minimum nécessaire pour garder cette dynamique d'investissement. S'agissant de l'investissement, après une année 2021 consacrée à un certain nombre d'études, nous proposons d'inscrire en 2022 une enveloppe qui va avoisiner les 12 millions d'euros. C'est du jamais vu. C'est le signe qu'une dynamique de projet se déploie sur notre territoire, et là, sans compter, bien sûr, la manne financière des investisseurs privés. De plus en plus, il y a des projets privés qui vont se monter, d'hôtels et tout sur le territoire. Je rappelle qu'en 2020, on était à 4 172 000 euros. En 2021, 9,4 millions d'investissements et en 2022, 12 millions. Sur les 12 millions d'euros, la majeure partie de cette enveloppe étant consacrée aux travaux éligibles au financement des fonds européens issus du programme REACT-EU en lien avec le plan de relance écologie et résilience de l'Europe. Pour les autres opérations, le plan départemental de solidarité territoriale, le fameux PST2, nous permet également de proposer un certain nombre d'actions. La prospective en recettes d'investissement propose ainsi un niveau minimal de 70% de subventions, tout en sachant que les projets qui sont financés dans le cadre de REACT-EU, c'est des projets financés à hauteur de 90%. Cela étant exposé, chers collègues, nous proposons pour 2022 les orientations suivantes. S'agissant de la planification territoriale, nous poursuivons l'élaboration et la révision du PLU dans le respect de notre projet d'aménagement et de développement durable, même si il nous reste que très peu de surface d'extension urbaine à réaliser, puisque sur le dernier SAR avait attribué à la commune des Avirons à hauteur de 40-45 hectares. Tout ça, ça a été consommé lors de la révision du PLU il y a 12 ans de ça. Sur les 45 hectares, on nous a laissé seulement 9 hectares, c'est-à-dire 7 pour la ville, dans les bas, et 2 hectares au Thévelag. C'est très peu. Mais lors de l'étude qu'on a menée avec le bureau Caudra, on leur a demandé de faire une analyse un peu plus fine de la consommation des surfaces. Et notamment, il y a eu un passage en 2019 par rapport au plan de prévention des risques, donc les zones rouges. Donc sur le PLU de 2010, en 2019, il y a eu une couche de zones rouges, PPR. Et la couche PPR n'a pas affecté aussi des terrains constructibles. C'est-à-dire qu'il y a des terrains qui étaient constructibles qui se trouvent en zone rouge aujourd'hui où c'est impossible de faire de la construction dessus. Donc on a demandé d'évaluer ça et il se trouve qu'on avait quand même, ça représente à peu près une quinzaine d'hectares. Donc en récupérant une parcelle ici, qu'on remet en zone naturelle ou en zone agricole, en fonction des situations. Et ça nous donne aussi un potentiel de 15 hectares qu'on peut rajouter aux 9 hectares dont on dispose. Mais c'est quand même très peu pour pouvoir réaliser ce qu'on a à faire. Et donc il faut qu'on arrive à contenir le projet de la mandature dans cet espace foncier. La concertation avec les personnes publiques associées est en cours sur la base d'un projet organisé autour de l'attractivité économique du territoire, des espaces dédiés ciblés,
La maîtrise foncière des espaces voués à la mise en valeur et à la protection de la biodiversité. Des emplacements réservés pour la production de logements sociaux, des terrains destinés à des équipements publics, je pense aux collèges, écoles élémentaires, déchetteries, espaces de jeux, parcs et maisons de quartier, des espaces aussi dédiés à l'implantation de zones d'activité économique et bien entendu un travail sur les possibilités de rendre constructible le parcellaire privé, même si, comme je le disais tout à l'heure, l'héritage est bien maigre quand on aura enlevé tous les équipements structurants, les logements sociaux qu'on nous impose avec le si peu de surface. Donc l'héritage est vraiment bien amoindri. Nous collaborons, mais il faut le faire, cette révision du PLU, hein, j'insiste, il faut le faire même s'il n'y a pas beaucoup de terrain, parce que tant qu'on ne consomme pas ça, je ne vois pas comment on peut avoir d'autres possibilités d'extension. Donc il faut y aller. Et il faut dire aussi que le SAR, schéma d'aménagement régional, est en révision, donc c'est ce SAR-là qui va analyser la situation de chaque commune et attribuer demain des possibilités d'extension urbaine. Mais il faut qu'on consomme le peu qu'on a, qui nous reste en tout cas. Et nous allons le consommer de manière efficace par rapport au projet de notre mandature. Nous collaborons avec la Civis pour arrêter le schéma directeur en matière d'assainissement des eaux usées et d'alimentation en eau potable sur l'ensemble de la commune, ainsi que sur la mise en œuvre du programme Petite Ville de demain, où d'ailleurs un chargé de mission sera bientôt recruté par la Civis dédié aux avirons. Par ailleurs, la démarche porte de parc est poursuivie. Elle visera notamment à valoriser les points d'intérêt du TEVLAV et à accompagner le développement économique. Nous collaborons avec le CIDELEC pour la mise en œuvre d'un plan en matière d'enfouissement des réseaux. Chaque fois quand il y a un chemin nouveau à faire, on enfouit tout de suite les réseaux. C'est le cas sur le chemin à la Pointe. Donc on a enfoui tous les réseaux à Bois Blanc. Et là, il est prévu donc, dans le village du Tévelave des travaux cette année pour pouvoir commencer l'enfouissement des réseaux. Tout ça, c'est dans un but aussi d'assainir notre paysage. Et le paysage est une valeur économique. Nous collaborons donc avec le CIDELEC. Nous travaillons aussi en étroite collaboration avec le conseil départemental pour la création d'une maison de la biodiversité sur le territoire, en lien avec le plan d'1 million d'arbres. Le cœur battant de ce projet d'1 million d'arbres sera situé sur les avirons, pays de Thérésien Cadet. On n'a pas eu trop de mal à faire valoir ça. La poursuite de la sécurisation des routes départementales, je pense à la route de la forêt, donc depuis l'échangeur jusqu'ici, donc élargir, mettre des pistes cyclables dessus. La modernisation aussi, donc la route départementale 11, la modernisation aussi donc, du pont Banane. Donc l'appel d'offres est lancé pour élargir le pont Banane parce que c'est un pont avec pour une seule passage d'une seule voiture. Donc là, on aura par la suite. Je pense que les travaux vont démarrer cette année. Hein, je tape plutôt en fin d'année. Les travaux vont démarrer, ils ont pris du retard, mais en tout cas, les appels d'offres sont lancés au niveau du département. S'agissant des infrastructures, en matière de voirie, l'année 2022 sera consacrée à la poursuite des procédures administratives pour la maîtrise foncière des emprises nécessaires à la réalisation des travaux de la ruelle Carméry. Le projet est fait, les moyens financiers sont là, sauf que, comme on a parlé de ça lors du dernier conseil, on était contraint de faire une expropriation parce que dans tous les voisins qui étaient tous les riverains, ils étaient d'accord, sauf qu'il y avait des parcelles où on ne trouvait pas le nom du propriétaire, donc il fallait passer par une procédure d'expropriation. Et aussi, on avait aussi affaire à un terrain en indivis. Alors donc, peut-être fin d'année, les travaux vont démarrer. Tout va dépendre de la vitesse de l'administration sur cette expropriation. S'agissant, voilà. Alors, la réalisation aussi, on va lancer aussi la réalisation d'études pour le chemin bateau. Donc, c'est un chemin qui est complètement délabré. Donc, les riverains nous ont dit, ça ne sert à rien de mettre une petite couche dessus, faites un bon chemin. Donc, ils ont dit, prenez le temps. Donc, on prend le temps, on fait l'étude. Et là, on essaye de faire un super chemin dès que l'étude sera faite. Et pareil, en enfouissant les réseaux. Il y a aussi le projet de chemin du Cap, d'accord, qui part du chemin Bellevue et qui descend vers Font-Maurice. Ça va désenclaver donc pas mal de terrains agricoles. On compte le mener, ce chemin-là, en lien avec le département sur des fonds FEADER.
Il y a aussi l'étude sur le chemin René Vitry, donc à la Ravine Sèche, qui nécessite là aussi donc une modernisation. La réalisation d'un programme de travaux sur une portion rue du Stade, parce qu'on a commencé cette année, on a fait depuis le cimetière jusqu'à Bois-Blanc, on a refait cette rue avec des trottoirs, même un peu plus haut que depuis le cimetière. Et là, on va reprendre depuis le collège et on va descendre dessus pour avoir un chemin donc, fait dans son intégralité. La voie interne au lotissement Les Bougainvilliers, donc, qui se situe juste en haut du chemin Kiabel. Donc c'est un chemin, je ne sais pas si vous passez dedans, mais ça fait, je pense que depuis qu'il est construit, il n'a pas été refait. Donc là aussi, il a besoin d'un bon relifting. L'impasse Les Flamboyants, en dessous du lycée, pareil. La création d'une aire de retournement rue Francis Rivière au Thévelat, parce que les bus ne viennent plus déposer les gens sur Brassec-les-Hauts, parce qu'il y a des problèmes. Et donc, on a vu avec les propriétaires, et là, il y a matière de faire un aire de retournement. La création d'un talus chemin La Brune, donc il y a des riverains qui nous ont dit qu'il y a un danger à côté de l'école de la Ravine Sèche. Et on va s'occuper de ce travail-là aussi. La continuité des trottoirs au chemin Bassin Bleu. Donc le chemin Bassin Bleu, il est plutôt en bon état, mais c'est les trottoirs qui sont complètement délabrés. La remise en état du chemin Nénel et l'impasse La Source. Il y a aussi les travaux de réfection du radier de la ravine Renonne pour la création d'un ouvrage de franchissement. Tout l'appel d'offres est validé, donc, il ne reste plus qu'à démarrer les travaux incessamment. S'agissant des équipements et espaces publics, un effort important sera réalisé au profit de la politique sportive et associative par la création au Thévelav d'un espace couvert sur le plateau sportif de l'aire de fête. Donc les associations, que ce soit sportives et culturelles, pourront, et l'école bien sûr, utiliser donc cet espace-là. La construction d'un nouveau gymnase sur le complexe sportif. Les écoles vont être dotées de préaux couverts tant au niveau de cours qu'au niveau des plateaux sportifs. Par ailleurs, la collectivité va poursuivre son programme de mise en accessibilité. La fontaine et la place de l'église seront réhabilitées. En termes d'études, il convient de lancer le programme pour les aires de jeu en aval de la gare routière. Donc, on va donc créer un parc là, parc de jeux. Donc, ça sera donc un poumon vert aussi donc, dans cet endroit-là. Donc, terrain au quartier Bataille, là-haut, donc on a un terrain à côté de la rue Béatin. Donc là aussi, on va réfléchir pour mettre en place donc, un parc pour les enfants. L'aire de pique-nique du Thévelav, on va le renforcer en équipement, donc, puisqu'il y a de l'espace, on va le renforcer en équipement de jeux, ainsi que pour la concrétisation du skatepark au ruisseau. Ce projet de skatepark au ruisseau est porté par le conseil municipal des enfants, donc c'est leur volonté, on va travailler avec eux, on va mettre l'architecte avec eux, on va travailler pour aboutir à un projet, leur projet. Enfin, nous lancerons également une étude pour la création d'un bâtiment administratif sur l'ex-terrain de Cazes au centre-ville, ainsi que la poursuite de la réhabilitation de l'hôtel de ville. L'idée, c'est d'abattre l'ancien bureau du docteur de Cazes là, donc il y a eu une boucherie-charcuterie là dernièrement, donc ça, on a déjà fait acquisition par rapport au PFR, on va abattre ça et réfléchir là, avec l'architecte, venir sur le CCAS pour faire un seul et unique bâtiment moderne pouvant accueillir tous les services administratifs, libérer la place en face pour pouvoir faire du commerce. Pour ce qui est des réserves foncières, la commune fait acquisition du terrain appartenant à Louis-Yves Grondin à Font-Maurice en vue de disposer d'une réserve foncière à Font-Maurice. Des négociations sont en cours aussi pour acquérir une emprise située à la croisée chemin Font-Maurice, route départementale 11 pour la déchetterie que la Civis doit porter comme projet et un équipement sportif de proximité que la mairie financera. Les terrains des héritiers Payette au Thévelav auprès de la mairie annexe pour la création de l'arboretum. Donc là aussi, le PFR est dessus. Les terrains des héritiers Rivière-Maxime pour le futur collège, parce que le collège, si on veut le placer demain, si on veut avoir un nouveau collège, il faut que la mairie apporte le foncier. Donc c'est comme ça. Et donc, c'est bien avancé là aussi, puisque le PFR a rencontré les propriétaires. Ils sont tombés d'accord sur les bases. Et puis, le terrain attend d'être déclassé pour pouvoir accueillir le futur collège. Et le département a déjà inscrit un nouveau collège pour les avirons. C'est-à-dire que le collège d'ici sera démoli
et il y aura une reconstruction et l'espace qu'on va pouvoir récupérer ici au centre-ville, d'une surface d'à peu près 1 hectare, il sera mis à la disposition dans le cadre du projet de petite ville de demain. On réfléchira d'ici là sur un projet. Pour ce qui est des politiques de proximité, il va de soi que la collectivité maintient son soutien au secteur associatif tout en développant une démarche d'accompagnement à l'autonomie de ce secteur. Les orientations traditionnelles en matière d'animation culturelle, d'occupation du temps libre sont également conservées et se concrétiseront selon les contextes sanitaires en vigueur. Le soutien à l'action sociale demeure un axe fort et la subvention au CCAS ira dans le sens du développement des politiques en faveur des personnes les plus défavorisées et fragilisées. 2022 verra notamment la mise en place du portage de repas à domicile, la concrétisation de 2 chantiers d'insertion et l'accroissement des actions préventives. Pour conclure, chers collègues, nous nous orientons donc vers un budget sur l'année, si on additionne budget principal et budget supplémentaire, de l'ordre de 27 millions d'euros. Au regard de ces données prévisionnelles, je vous invite maintenant à prendre acte du rapport sur lequel se tient le débat d'orientation, de débat des orientations budgétaires du compte principal pour l'année 2022. Le débat est ouvert. Merci. Alors, nous aurions 2 petites questions. La première, vous avez parlé de la route de la forêt. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des nouvelles, s'il y a des délais ou un peu de nouvelles donc, de cette route de la forêt? Je crois que les avironnés sont en grande attente, mais on n'a pas. Donc, on compte sur vous pour nous donner un peu de nouvelles sur cette route de la forêt. Merci. Je vais passer la parole à Christelle, est là? Ouais. Parce que quand je parlais de route forestière, je parlais de la route qui part de... Voilà, mais on va... Bien sûr, j'ai compris, mais on va répondre. Hein. Donc, en ce qui concerne la route départementale, depuis l'échangeur de la route des Tamaringes qui monte vers la maison Pointue-là, je parlais de ça, hein, d'agrandissement, d'élargissement, de passage. Et donc, ça, ils ont commencé déjà à faire les prises, comment on appelle ça, les relevés topographiques. Hein. C'est en cours. Hein. Et là, concernant effectivement la route de la forêt, qui est une maîtrise région, hein, c'est bizarre parce que la forêt appartient au département, c'est le département domanial, et le chemin, c'est la région. Donc, oui, Christelle, tu voulais réagir là-dessus ? Concernant la route forestière donc, du Tevlav, il avait été acté dans le cadre de l'ancienne mandature des travaux sur 2 phases. Je pense qu'au niveau des délais, on a été allongé, mais il semblerait que les travaux devraient commencer normalement en février. Normalement, c'est prévu à la mi-février, donc je pense que compte tenu des dernières intempéries et du cyclone, il y a peut-être des décalages qui seront mis en place et donc ce sera retardé. En tout cas, il y aura une sécurisation de la falaise qui est prévue sur 7 km, donc de part et d'autre de la route. Donc normalement, les travaux devront se faire d'ici quelques semaines, je pense. Merci. Merci, oui, en effet, on a souvent des questions sur cette route forestière du Tevlav et malheureusement, on a peu de réponses à apporter. Donc là, on sait au moins que les travaux vont commencer. Et qui va réaliser les travaux ? C'est la région. Hein, la région, c'est ouais. pris en charge région ? Oui, c'est la région. Après, donc, on a eu des informations, puisque Christelle s'est rapprochée des services de la région pour avoir des informations, mais on n'a rien d'officiel aujourd'hui. Hein. D'accord. Donc, officiellement, il n'y a pas trop de... on n'a pas de nouvelles sur les avancées. On n'a rien. Mais paraît-il que c'est prévu dans en fait, c'est un enchaînement tout trouvé parce que, en deuxième observation, et c'est une question aussi sur les investissements, on remarque qu'en partenaire, donc il y a la Civis,
le conseil départemental, Sidelec, EPFR et bien sûr la commune. Mais qu'en est-il du partenariat avec la région? Est-ce que c'est qu'ils ne participent pas, ou est-ce qu'ils ont refusé de participer, ou est-ce qu'il n'y a pas eu de demande? C'est vraiment une question. Mais si, la région participe, puisque donc les projets de réacteurs, tous les projets de réacteurs financés à 90%, ça, c'est la région qui a autorité de gestion là-dessus. Hein. D'accord, mais comme il n'y avait pas l'identification en tête de paragraphe, c'est pour ça que nous posons la question. Bah, tant mieux. On a fait par thématique. D'accord, parfait. Autorité de gestion, j'ai dit. Oui, hein? d'accord. Non, mais je veux dire, Réactu, ce n'est pas la région, c'est l'Europe. Il faut quand même savoir que le service instructeur dans le cadre des programmes réactueux est bien géré par la région, qui est porté par la région. L'instruction est faite par les services de la région et effectivement, ils émargent dans ce cadre aux fonds européens qui ont délégué la gestion de ces fonds à la collectivité territoriale de la région. Réactueux, donc UE, c'est Union européenne, donc il s'agit bien effectivement de fonds européens. Alors, je vois dans les investissements, excusez-moi. Attends, je voudrais juste peut-être apporter, c'est que jusqu'à aujourd'hui, bon, on avait un plan de relance porté par la mandature d'avant et aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a toujours pas d'informations si ce plan de relance régional sera relancé ou pas. Alors, oui. Je vois sur les investissements que vous avez listés, il y a modernisation des sentiers, des voiries, sentiers Biel, quartier Percé. Alors moi, peut-être que je ne connais pas trop les avirons, même si j'y habite depuis 40 ans. Et le sentier Mécène, il en est quoi? Parce qu'il me semble que ça se jouxte. On n'en parle pas. C'est la même chose. C'est la même chose. Ouais. Parce qu'en bas, c'est... Moi aussi, j'ai appelé ça sentier Mécène, mais on me dit que non, c'est le sentier... Parce que le sentier Mécène, il part sur l'autre côté, je crois. Donc, il s'arrête là. Et depuis en haut, la boutique Babi, jusqu'en bas, c'est sentier Biel. Biel-Zétor. D'accord, ok. Jean-Daniel, tu voudrais réagir? Tu as des choses, hein? Y a-t-il d'autres interventions? En tous les cas, ce qu'on peut retenir de cette nouvelle mandature, on voit bien qu'il y a une volonté manifeste de régler le problème du désenclavement. Ça prend un temps, il y a des contraintes que tout le monde sait, il y a des problèmes qui existent. Nous héritons d'une réalité où, malheureusement, beaucoup trop de chemins ont été abandonnés, notamment dans les quartiers les plus difficiles. Et on voit aujourd'hui cette réalité. Ça a commencé par Bois Blanc, bien entendu, chemin La Pointe. Depuis le temps que nous avons vu ce quartier avait été complètement délaissé, on a vu la municipalité d'emblée est intervenue pour régler cette situation. Après, il y a Ruelle Carméry, Sentier Biel, c'est une réalité sur laquelle nous planchons depuis quelques mois. Et puis tous les autres sentiers, Impasse Capucine sur le Tevlab, tout ça, voilà une volonté municipale qui est véritablement affirmée depuis que la nouvelle municipalité est en place. Le micro, s'il te plaît, fais passer. Donc, merci, Monsieur le maire, de me donner la parole. Donc, le débat a été ouvert concernant les orientations budgétaires. En ma qualité d'adjointe élue à l'attractivité économique et touristique de notre commune, je tenais quand même à préciser que ces orientations sont bien axées dans le cadre de notre ligne de conduite et de notre projet de mandature qui vise une mixité fonctionnelle de notre territoire, notamment sur 2 axes. Au niveau des logements, donc Jean-Daniel Denmont l'a précisé avec la continuité de mettre en place selon les obligations qui nous sont imparties, les logements sociaux, mais aussi les résidences pour personnes âgées.
mais aussi un développement qui est aussi axé sur l'attractivité économique et touristique de notre territoire, en lien, bien entendu, avec le développement durable. Donc, ces orientations budgétaires telles qu'elles nous ont été présentées à ce jour vont totalement dans le sens et sont conformes au projet que nous avons initié. Ainsi, cette validation des orientations est conforme au PLU. Et cela nous permettra de manière concrète de mettre en œuvre notre projet de territoire, notamment afin de favoriser, on va dire, la mise en place d'hôtels et de zones d'activité économique sur notre territoire. Donc, c'est très important de l'affirmer, que nous sommes dans une ligne de conduite, que nous avançons selon cette ligne de conduite, et c'est ce trait qui est tracé dans le cadre de notre mandature pour les 6 années sur lesquelles nous sommes engagés. Merci, chers collègues. Y a-t-il d'autres interventions concernant ces orientations budgétaires? Alors, il convient maintenant de prendre acte de la tenue du débat, d'approuver les orientations et à les fixer telles que présentées, tant pour l'investissement que pour le fonctionnement. On va donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 13. Rapport numéro 3. Orientation budgétaire 2022. Service concernant le service annexe de la régie funéraire. Il est rappelé au Conseil que la régie funéraire supporte uniquement les dépenses liées au service de fossoyage. Pour l'année 2022, il est proposé de maintenir le service au même niveau de prestation, à savoir escompter un niveau de recettes évalué à 5 300 €. Ces recettes seront affectées, s'il y a trop de recettes, ça veut dire qu'il y a beaucoup de morts, hein. Donc, ces recettes seront affectées essentiellement au remboursement du coût de personnel affecté à la réalisation et à la prestation de fossoyage. Des remarques, des questions, des commentaires? Je vous invite donc à prendre acte de la tenue du débat, à approuver les orientations et à les fixer telles que présentées pour le service annexe de la régie funéraire. On va donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Mais je vous remercie. Donc adopté à l'unanimité. Rapport numéro 4, modification du tableau des emplois, création d'emplois. Sur cette affaire, je vais passer la parole au premier adjoint qui est délégué aux emplois, Monsieur Waro. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. En effet, pour les besoins des différents services, il est proposé au Conseil de modifier le tableau des emplois par la création de 5 postes d'agents en accroissement temporaire d'activité. 2 postes sont destinés à la filière administrative, CCAS et services culturels, 3 postes à la filière technique pour renfort du service. La création de 6 postes en accroissement saisonnier d'activité répond aux mêmes besoins et permettra de faire la bascule le moment venu si besoin. En complément, le poste de maître nageur vient compléter le poste en ATA créé précédemment. Pardon. Y a-t-il des questions? Si pas de questions, le Conseil est invité à adopter ces créations, de décider de modifier le tableau des emplois tel que ci-dessus présenté. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 5, règlement définissant les conditions générales d'utilisation du guichet numérique des autorisations du urbanisme. La loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, la loi ÉLAN, on entend parler, impose aux communes de disposer d'une téléprocédure spécifique permettant de recevoir et d'instruire sous forme dématérialisée les demandes d'autorisation d'urbanisme. La commune des Avirons s'est engagée sur cette voie de dématérialisation par l'acquisition d'un téléservice. Ce portail du guichet unique des autorisations d'urbanisme permet de recevoir, mais aussi d'instruire par voie dématérialisée les demandes d'autorisation relatives aux travaux, déclarations préalables, permis de démolir, permis de construire. Ce dispositif gratuit permet de simplifier les démarches de dépôt et de suivi des démarches d'autorisation d'urbanisme. Ça rentre aussi là dans le cadre du développement durable, c'est moins de papier, moins de... Cette mise en place nécessite un règlement qui définit les conditions générales d'utilisation, les droits et obligations de la collectivité et de l'usager, détermine le périmètre du guichet, précise les modalités de fonctionnement
du téléservice. Il est demandé au Conseil d'approuver le règlement joint en annexe de la délibération, d'autoriser la signature de toutes les actes ou pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Avez-vous des questions? Si pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 6, plan local du Habanis, modification simplifiée numéro 5. C'est-à-dire on garde le plan le plus d'avant, on va juste modifier une zone. Donc c'est une modification, ce n'est pas une révision là. La révision, elle est en train de se faire. Le plan local d'urbanisme de la commune des Avirons comporte un emplacement réservé numéro 2 sur une partie de la parcelle cadastrée AT 422, quartier du Ruisseau, à l'autre bord, sur 6313 m² pour création d'un équipement scolaire. Ce projet a été abandonné et il convient donc de supprimer l'emplacement réservé correspondant. Le foncier est aujourd'hui affecté à des logements aidés. La SHLMR s'est positionnée sur l'opération. Le changement d'affectation du présent emplacement réservé ne conduit pas à modifier une zone urbaine, à urbaniser, agricole ou naturelle, ni à faire évoluer le règlement d'urbanisme de la zone concernée. Par arrêté municipal du 10 novembre 2021, j'ai prescrit une procédure de modification simplifiée du PLU conformément aux dispositions de l'article L. 153-45 du Code de l'urbanisme. Cette procédure de modification simplifiée, plus simple que la procédure classique de modification du PLU, consiste à mettre à la disposition du public pendant 1 mois le projet de modification simplifiée, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées pour permettre au public de formuler ses observations sur un registre. C'est au Conseil municipal de déterminer les modalités de la mise en disposition. Il est donc proposé au Conseil de fixer les modalités de mise à disposition du public du projet de modification simplifiée numéro 5 du PLU de la commune comme suit. Date de mise à disposition. Le projet de modification simplifiée numéro 5 du PLU sera mis à disposition du public pendant 1 mois. Les dates et lieux seront précisés par arrêté municipal. Publicité. Un avis au public sera publié dans un journal diffusé dans le département 8 jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et affiché en mairie pendant toute la durée de la mise à disposition. Modalité de mise à disposition. Le dossier et ses pièces annexes pourront être consultés pendant la durée de la mise à disposition aux jours et heures d'ouverture de la mairie. Un registre sera ouvert pour permettre au public de signer ses observations. Contenu du dossier. Le dossier comportera les pièces suivantes. Projet de modification simplifiée numéro 5 du PLU, exposé des motifs, avis des PPA, le cas échéant. Fin de mise à disposition à l'issue du délai de registre sera clos et signé par le maire. Le bilan de la mise à disposition au public sera présenté au Conseil municipal qui adoptera par délibération motivée le projet de modification simplifiée numéro 5 tenant compte des avis émis par les observateurs et des observations du public. Y a-t-il des questions? Oui. C'est l'autre bord. Oui, nous, donc, le groupe d'opposition, nous avons des questions. Nous avons été un peu surpris. La première question, c'est est-ce que la loi d'expropriation a changé? Parce que normalement, si je ne m'abuse, il faut, lorsqu'on exproprie, s'attacher à réaliser ce qui a été convenu lors d'expropriation. C'était la crèche, une crèche de 40 places. École ou crèche? Et j'ai dit que c'était une école. Hein? C'était l'école avant la crèche? Ouais. Enfin, donc que ce soit école ou crèche. Et est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Parce qu'il est dit aussi, enfin après, c'est une question que je vous pose, que les ayants droit auraient 30 ans pour réclamer si ce n'est pas ce qui était convenu, qui est fait sur le terrain exproprié. D'accord. Vous avez... Je n'ai pas en détail tout ce que vous dites, mais je pense que vous avez raison. Sauf que là, il ne s'agit pas d'une expropriation. Ce n'est pas un terrain où on a exproprié. Ce n'était pas le terrain exproprié des... Ah, d'accord. Ça ne faisait pas partie, ce... Non, du tout. D'accord, d'accord. On avait fléché, on avait mis une réserve, mais on n'a pas exproprié le propriétaire. D'accord. Ces 6000 mètres carrés ne faisaient pas partie de ce qui avait été exproprié. D'accord. Donc là, le propriétaire est en accord avec la SHLMR pour vendre son terrain. Et puis, comme on donne une autre orientation... C'est quel propriétaire, lui? Famille Cadet. Ah, d'accord. Ouais. OK. Ben voilà, donc on a la réponse à notre question. Et la deuxième chose, c'est si il y a des logements, parce qu'il y a un autre programme de logement, autant de logements,
est-ce qu'on ne va pas vers un retour en arrière, c'est-à-dire que les gens du ruisseau, à un moment donné, vont se retrouver comme il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, c'est-à-dire où est-ce qu'on va faire le groupe scolaire ou l'agrandir si nécessaire avec le nombre de logements qui vont être livrés et les éventuels élèves qui arriveraient sur le ruisseau. Là, il s'agit d'une opération de à peu près entre 40 et 70 logements maximum. Mais c'est intéressant parce qu'on peut densifier, donc avec peu de surface. Pour vous donner un exemple, la zone AUS là-haut qu'on est en train de toujours négocier depuis 10 ans d'ailleurs avec la famille Mondon, sur près de 7 hectares, c'était prévu 70 logements. Tandis que là, sur cette surface, on réalise un certain nombre de logements équivalents à ce qui était proposé. Et en ce qui concerne dans cette zone-là, il ne faut pas oublier qu'on a l'école du ruisseau qui est toute neuve, qui est agrandie, donc qui est faite pour accueillir ces élèves-là. Oui, je la connais bien, l'école du ruisseau, mais ce qui risque de se produire, c'est de livrer un grand nombre de logements et à un moment donné, sur le ruisseau, les habitants du ruisseau n'auront plus la possibilité d'aller à l'école, dans une école de proximité. Et ce que nous regrettons aussi, c'est cette politique d'origine, donc depuis que Michel Dennemont avait lancé donc tout ce développement de la zone du ruisseau, de pouvoir avoir pour les habitants du quartier, donc de tout le quartier du ruisseau, une vraie prestation depuis bébé jusqu'au CM2 dans le quartier. Là, on fait un peu un retour en arrière et c'est un petit peu, même beaucoup, annuler toute cette politique et cette volonté d'avoir vraiment tous les équipements de proximité sur le ruisseau, c'est-à-dire au niveau de la crèche, de l'école maternelle et qui puissent jusqu'au CM2 rester dans leur quartier, et même en termes de développement durable, de transport et tout ça, ça avait tous les avantages. Très bien. Mais par contre, ce qui est bien, excusez-moi, c'est qu'il y a donc ce registre qui sera ouvert et donc nous verrons bien, vous et nous, ce que diront les habitants du quartier qui auront tout loisir d'aller, eux, à ce moment-là, donner leur avis. Mais nous sommes vraiment pas très en accord avec le fait de ne faire ni la crèche ni l'agrandissement de l'école. Aujourd'hui, faire l'agrandissement de l'école, c'est bien. Au niveau des crèches, si on ne répond pas au niveau de la collectivité, en tous les cas, il y a un secteur associatif et un secteur privé qui est très riche sur le territoire et qui répond aussi aux attentes. Et il y a d'autres projets de crèches sur la commune. En tous les cas, jamais aux Avirons, on a eu autant d'anticipation. On est en train de prévoir justement tout ce qui peut se passer. Parce que le problème, malheureusement, quand vous dites on a prévu, aujourd'hui, on voit dans notre commune, malheureusement, il y a beaucoup de chemins qu'on ne peut plus élargir. Les routes sont réduites. Et on n'a pas réfléchi en termes de développement pour le futur. Parce que cette ville des Avirons, elle est amenée aussi à s'agrandir, puisqu'il y a un certain nombre d'Avironnaises et des Avironnais qui ont besoin de logements. Et il faut apporter des réponses, d'autant plus que vous connaissez plus que nous peut-être les contraintes qu'il y a si on ne respecte pas la loi SRU maintenue par le gouvernement Castex, soutenue par Macron que vous soutenez. Cette loi, elle est mauvaise et inadaptée, on tient à le dire, parce que ça ne prend pas en compte justement le territoire. Et c'est ça aussi de la politique, c'est aussi essayer de voir, il y a des contraintes qui malheureusement nous pénalisent. Et aujourd'hui, on est pénalisé. Mais on réfléchit. Ce développement de la ville ne se résume pas la tête baissée. Il faut penser en termes de développement économique, il faut penser aux habitations, il faut penser aux problématiques sociales. C'est une lecture globale de ce développement de la ville que l'on a. Merci. Bien sûr, je ne réponds ni aux provocations, ce n'est pas le lieu. Mais par contre, là, comme il s'agissait du quartier du ruisseau, nous attendrons l'avis et les observations des personnes du quartier. Merci. C'est fait pour ça. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous vous abstenez ou vous êtes contre?
Vous vous abstenez? D'accord. Donc, d'accord. On va reprendre, d'accord? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Voilà, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remets, pas à l'unanimité, mais adopté. C'est l'habitude. Rapport numéro 8, dénomination de voies. Je sais pas s'il y a quelque chose. Ah, c'est là. C'est quoi ça? Pardon. Rapport numéro 7, cession foncière. Partie de la parcelle AN 908. Monsieur Jean-Paul Potoni a sollicité de la ville la vente d'une partie de la parcelle AN 908, propriété communale, classée en zone UC et située à l'arrière du lycée des Avirons. S'agissant d'un délaissé communal non exploitable d'une superficie de 473 m², il est proposé au Conseil de faire droit à la demande de ce propriétaire privé dont le terrain est à proximité immédiate. L'acquéreur souhaite acheter une emprise de 115 m². Par avis en date du 18 octobre 2021, le service des domaines a évalué la partie concernée de cette parcelle à 7 100 €. Par courrier en date du 28 décembre 2021, M. Potoni nous a marqué son accord pour un achat à hauteur de 7 100 €. Je vous invite à approuver la vente à M. Potoni des 115 m² à extraire de la parcelle AN 908 au prix de 7 100 €. Les frais notariés et les documents d'appartage sont à la charge de l'acquéreur. Et aussi, il a m'autorisé, ou en mon absence, le premier adjoint, à signer tout document afférent à la présente délibération et notamment l'acte notarié correspondant. Avez-vous des questions? C'est un terrain comme ça. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 8, dénomination de voies. Le conseil municipal est invité à procéder à la dénomination de l'impasse desservant le lotissement Bellecombe. Il est proposé impasse Christian Vatel. Agriculteur et éleveur de porc, né le 14 février 1932, décédé le 27 avril 2018. C'est le fils de Marie-Henri Vatel, Valère Vatel, qui a été un des membres fondateurs de la COP des Avirons, et de Marie-Madeleine Christine Payette, donc un pur produit avironné. Voilà. Donc, y a-t-il des questions? Oui. Il n'y a aucun souci. Pardon. Je dis oui, je ne remets aucunement la légitimité de ce choix, hein, que je valide à 100%. Mais s'agissant d'un lotissement privé, est-ce que c'est une rue qui va tout de suite tomber dans le foncier communal ou pas? Pour l'instant, non. Est-ce que la municipalité est habilitée à oui, baptiser si. Je vous écoute. Oui. Alors oui, même si c'est privé, la dénomination relève du conseil municipal et le lotisseur est en train de finaliser les plans de récolement et autres et en effet, il a l'intention de vous solliciter pour rétrocéder la voirie à la commune. Donc quand il aura tous ses plans, tout sera bouclé, je pense qu'on aura la demande. Parfait, merci beaucoup. Voilà. Et quand il y a un lotissement comme ça, on profite de l'occasion pour mettre notre technicien, notre chargé de mission du projet TKD, rencontrer les futurs habitants pour les pousser à mettre en place des espèces endémiques et éviter toutes ces espèces exotiques envahissantes. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 9. Mise à la réforme d'un véhicule communal. Je vous informe qu'il convient de mettre à la réforme le véhicule communal suivant, une Nissan Break, date de première mise en circulation le 14 juin 2013, à son tableau de bord 231 195 km. En conséquence, il convient de retirer le dit véhicule de l'inventaire communal. Il sera vendu en l'état ou en qualité d'épave. Des questions? Ça intéresse quelqu'un? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie.
Rapport numéro 10, présentation du rapport d'activité du CIDELEC, exercice 2020, conformément à l'article L. 5211-39 du Code général des collectivités territoriales. Le président du CIDELEC m'a adressé un rapport retraçant l'activité de l'établissement pour l'année 2020. Ce rapport doit être communiqué au Conseil en séance publique. Le Conseil municipal est invité à prendre acte du rapport si annexé. Cela ne donne pas lieu à un vote. Vous avez eu le rapport. Rapport numéro 11, même chose, mais là concernant la SPL Avenir Réunion, rapport du mandataire exercice 2020, en application toujours de l'article L. 1524, non pas pareil, du Code général des collectivités, le Conseil municipal doit prendre connaissance du rapport annuel de la SPL Avenir Réunion. Le document correspondant est joint au présent rapport. Le Conseil municipal est invité à prendre acte du rapport si annexé. Là aussi, ça ne donne pas lieu à un vote. Rapport numéro 12. Information du Conseil municipal. Dans le cadre de ma délégation de pouvoir, je porte à votre connaissance les décisions prises dans le cadre de la délégation de pouvoir que vous m'aviez confiée. Merci beaucoup. Oui, il y a une question. Merci. Nous avons bien entendu tout à l'heure, lors de vos orientations budgétaires, que vous aviez prévu, j'allais dire, une parcelle sur chemin, enfin dans le quartier de Font-Maurice, notamment ici sur le chemin numéro 1. Je voulais savoir quelles sont les idées de la municipalité sur cette parcelle que vous avez, dont vous avez décidé que vous avez décidé de préempter au 68 chemin numéro 1. Parce qu'elle fait... Alors, sur la parcelle appartenant à M. Gondin, c'est ça? C'est ça. Pour l'instant, je préfère ne pas parler de projet sur ce terrain, pour la simple et bonne raison, c'est que l'accord qu'on a eu avec lui, c'est qu'on le laisse en place. On le laisse vivre là jusqu'à... Quand il ne sera plus là un jour, on récupère le terrain. Donc, c'est délicat d'envisager. Nous, Font-Maurice nous réclame souvent des équipements structurants et tout. Donc, l'idée pour nous, c'était demain, quand on est allé sur ce terrain-là, c'était pour pouvoir implanter peut-être une maison de quartier demain. Mais pour l'instant, on ne travaillera pas ce projet-là. Par contre, sur la partie tout au long de là où on va faire la déchetterie, donc le terrain est suffisamment grand. Et une partie, donc, on pourrait dédier pour un équipement sportif pour Font-Maurice. Et après, si un jour on a le terrain, on a la disponibilité de ce terrain-là, donc on fera un projet. En tout cas, ça sera une réserve foncière. Est-ce que c'est moi ou un autre maire ou quelqu'un d'autre demain? Mais je souhaite à lui longue vie. Ville les Avirons, vers un territoire durable.